Donc, bonjour à tous. Bienvenue à ceux qui sont nouveaux avec nous. Bienvenue à ceux qui étaient présents plus tôt. Je me présente, je m'appelle Maud Gendron. Je suis professionnelle de recherche dans l'équipe de Stéphane Godbout à l'IRDA. Nous souhaitons remercier chacune des personnes ici qui est présente pour présenter et aussi à tous ceux qui sont venus nous rejoindre pour écouter les présentations. Le symposium est fait en français et en anglais. Donc, vous allez avoir la majorité des vidéos ayant des sous-titres ajoutés. Nous avons eu un petit problème avec la traduction, donc il se peut qu'il n'y ait pas de sous-titres. Je vais vous informer au fur et à mesure lorsque ça va arriver. Je vais maintenant parler en anglais, puis nous allons aller à la première présentation. Welcome everybody. Thanks for those who come back to meet us again. For those that are here for the first time, I would like to thank you. We also want to thank all the presenters here. And of course, everyone coming to see. This symposium is bilingual, so every videos will have subtitle. It would be either French or English. We had some difficulty with the company that made it, so it will happen that some videos will be without. I will tell you every time it happens. If you have any question, please feel free to ask. Nous allons donc commencer avec la première présentation de M. Jacqueline Labrec de Conception Romain. La présentation s'appelle « L'intelligence artificielle en production animale ». So we will now start with the presentation of Mr. Jacqueline Labrec, named the artificial intelligence and animal production. Mr. Labrec work for Conception Romain. Thank you very much. Bonjour, mon nom c'est Jacqueline Labrec, je suis directeur de la recherche et développement chez Romain. Puis aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle en production animale. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Premièrement, le dictionnaire nous dit que l'intelligence artificielle, c'est la branche de l'informatique qui s'intéresse à la simulation de comportements intelligents par un ordinateur. Donc, si on prenait cette définition toute simple-là, on pourrait presque dire qu'un outil aussi simple que notre calculatrice, c'est un système d'intelligence artificielle parce qu'elle simule un comportement intelligent. On est capable de lui faire des choses qui sont, somme toute, assez difficiles. Par contre, l'intelligence artificielle, telle qu'on l'entend aujourd'hui, ça réfère beaucoup plus à une sous-branche de l'intelligence artificielle qui est l'apprentissage automatique ou le machine learning. Ce que c'est que l'apprentissage automatique, c'est un domaine d'étude qui donne à des ordinateurs la capacité d'apprendre sans être explicitement programmé. Ou, plus concrètement, un algorithme qui ajuste ses paramètres par lui-même grâce à des exemples. Le meilleur exemple de ça, un exemple, je crois, avec lequel vous allez être assez familier, c'est la fonctionnalité d'Excel de nous générer une courbe de tendance à partir d'un jeu de données, d'une série de points. Donc, vous avez certainement tous déjà travaillé avec Excel et fait une courbe de tendance un peu comme vous voyez ici à l'écran. Donc, cette courbe de tendance que vous avez faite là, vous ne l'avez pas explicitement programmée. Vous voyez les paramètres ici qu'Excel a trouvés. C'est en appliquant des algorithmes, somme toute assez simples, d'apprentissage automatique qu'Excel a été capable d'utiliser vos données pour générer cette équation-là. Donc, l'apprentissage automatique, c'est certain que ça va encore beaucoup plus loin que ça, mais c'est toujours le même principe. Par contre, on va avoir toutes sortes de modèles d'apprentissage automatique qui vont être plus complexes, avec beaucoup plus de paramètres que les 3 paramètres que vous voyez ici pour cette équation polynomiale de degré 2. Un type d'apprentissage automatique qui a révolutionné le domaine informatique, c'est les réseaux de neurones, ou en anglais, les neural networks. Donc, ce que c'est que les réseaux de neurones, c'est un type d'algorithme qui a une structure qui rappelle un peu les neurones d'un cerveau. Ça a été inspiré du cerveau humain. Puis, ce que c'est que c'est un ensemble de combinaisons très simples, de petites équations très simples, qui, lorsqu'on les joint ensemble sous forme d'un réseau, ce qu'on appelle un réseau de neurones,
permet de théoriquement modéliser n'importe quelle relation non linéaire. Puis, si on va encore plus précisément par rapport au réseau de neurones, il y a une branche des réseaux il y a un type de réseau de neurones qui s'appelle des réseaux profonds. On réfère à ça comme l'apprentissage profond, qui nous permet de faire des choses qui n'étaient pas faisables avec le degré de précision qu'on est capable de faire aujourd'hui. Donc ça va nous permettre, l'apprentissage profond, d'analyser des données très complexes, par exemple des images, du son, des séries temporelles, des données qu'on appelle non structurées. Donc c'est ce que l'apprentissage profond nous permet de faire, entre autres, faire de la détection d'objets, classifier des objets. Dans l'exemple des voitures autonomes, on essaie de déterminer ce qui est un cycliste, ce qui est un humain, ce qui est une autre voiture, ce qui est des lignes au sol. Donc, l'apprentissage profond, grâce à des réseaux de neurones très spécialisés, va nous permettre de faire ce genre de choses-là de façon automatique. Donc, à la base, c'est qu'on fournit des milliers, voire des millions d'images avec des annotations manuelles de ce qu'on veut que l'algorithme apprenne à reconnaître. Puis, au fil du temps, comme Excel le fait avec vos courbes de tendance, avec l'entraînement qu'on appelle, les modèles vont devenir capables d'identifier certains objets, de classifier certaines scènes et autres. Donc, c'est entre autres ce qui a permis de faire des très grandes avancées au niveau du traitement de la langue naturelle. Vous avez certainement tous déjà expérimenté Siri, Alexa, Google Home. Les algorithmes sont rendus très, très bons à, bien comprendre le langage de l'être humain dans toutes sortes de langues. Donc, maintenant, c'est quoi les opportunités de cette intelligence artificielle-là en production animale? Je crois qu'on peut classifier ces opportunités-là à 3 niveaux. Premièrement, on a des nouveaux types de données qui sont maintenant disponibles grâce à l'intelligence artificielle ou qui le seront. Ça nous amène énormément au niveau de l'interprétation des données très complexes et multisources en temps réel. Puis, ça nous donne l'opportunité de développer des nouveaux outils de travail pour les producteurs. Donc, on va passer à travers ces points-là, un après l'autre, pour donner des exemples, puis expliquer un petit peu plus en détail. Premièrement, au niveau des données, l'intelligence artificielle peut nous offrir des données qui sont plus objectives, plus fréquentes, plus descriptives et plus abordables aussi. Certaines informations qui sont très importantes pour optimiser la production animale sont généralement pas observables autrement que par des humains à l'aide de leurs 5 sens aujourd'hui. Il va de soi que l'observation humaine, c'est une observation subjective, le risque d'erreur est grand. Puis, l'être humain n'est pas physiquement capable d'observer chaque animal en continu. Donc, on atteint une limitation de l'être humain. Si on va aller plus loin dans l'observation de nos animaux, l'observation de notre production en général, on doit développer de nouvelles façons d'obtenir les données. Donc, certains capteurs, maintenant, fournissent des données qui sont utilisables de multiples façons, les rendant plus économiques. C'est des capteurs qui, avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, qu'on n'était pas en mesure d'exploiter toute l'information qu'ils nous fournissent. Par exemple, les caméras, maintenant, peuvent nous renseigner à la fois sur le comportement de l'animal, sur l'environnement, sur l'état de santé, sur le bien-être animal, sur le poids, sur les problèmes mécaniques. Imaginez tout ce que vous faites avec vos yeux quand vous êtes dans une ferme. Bien, théoriquement, une caméra peut capter toute cette information-là. Maintenant, il faut l'interpréter après. Mais du moins, la capter, puis faire du sens de cette information-là, c'est ce que l'intelligence artificielle nous offre aujourd'hui grâce à l'apprentissage profond, entre autres. Donc, des exemples de ça, par exemple, l'identification du bien-être animal. Ici, un groupe de recherche qui identifie l'état d'esprit de l'animal ou son état de bien-être par la classification d'images du visage de l'animal au niveau de la vache ou du porc.
des cas d'identification de blessures. Vous voyez ici dans la vidéo à droite, la vache on a ce qu'on appelle des key points qui sont détectés sur la vache. Puis en fonction de la façon dont ces key points-là changent dans le temps, il y a des algorithmes qui ont été développés pour identifier le score de mobilité. Donc, c'est un exemple au niveau de la recherche. Puis à gauche ici, vous voyez une blessure qui s'appelle le piétin d'Italie. C'est une blessure qui peut maintenant être détectée par des algorithmes de vision numérique. Ça a été développé, entre autres, par des chercheurs de l'Université du Wisconsin. Au niveau du comportement, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Des comportements de localisation, des comportements de posture, des interactions entre les animaux, comment les animaux utilisent les éléments d'enrichissement, comment les animaux utilisent les mangeoires, les abreuvoirs. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Ici, à droite, vous voyez un exemple de travaux qu'on fait chez Romain pour suivre le comportement. On a développé des algorithmes qui sont en mesure de bien détecter les animaux et de les suivre dans le temps individuellement, ce qui permet de suivre le comportement de certains individus, puis après de faire une interprétation de ça de différentes façons. On peut en générer des cartes de densité animale, on peut générer des trajets d'animaux individuels. Puis, ce qu'on a développé aussi chez Romain, c'est des algorithmes qui identifient la posture automatiquement des animaux. Donc, vous voyez ici, dans le cas de truie en cage, nos algorithmes sont capables de déterminer si la truie est debout ou si elle est couchée en temps réel grâce à l'analyse d'images. Puis, on est capable de le faire avec plusieurs truies dans la même image. Donc ça, on va parler un petit peu plus tard, ce qu'on peut faire avec ça au niveau de l'interprétation après. Mais l'important, c'est de générer ces nouvelles données-là parce que c'est des données qui étaient jusqu'à maintenant pas disponibles. Il y a des entreprises aussi qui sont en mesure un peu de la même façon, avec l'analyse d'images, l'analyse vidéo, d'identifier des comportements de vaches qui sont en train de manger ou des vaches qui ne sont pas en train de manger. Il y a aussi des groupes de recherche qui observent la posture de la queue des porcs pour déterminer s'il y a des signes précurseurs de codophagie. Donc vraiment, le comportement de la queue, si on peut le dire ainsi, est observable dans ce cas-ci grâce à l'analyse d'images. Dans le cas ici, on parle de poids ou d'état de chair. De plus en plus d'entreprises, autant dans le bovin de boucherie, dans la vache laitière, dans le porc, dans le poulet, s'intéressent au poids, à l'état de chair, à divers indicateurs morphologiques de l'animal comme ça. Donc ici, dans la vidéo que vous venez de voir, c'est un système qui estime l'état de chair de la vache laitière à son entrée dans le système de traite. Puis, il y a des entreprises aussi qui ont commencé à travailler sur la reconnaissance faciale pour éliminer les identifiants RFID, puis permettre d'être beaucoup plus versatile dans le futur. Donc, ce n'est pas nécessairement toutes des choses qui existent commercialement aujourd'hui, mais c'est pour vous donner un exemple de ce qui va pouvoir être fait dans le futur grâce à l'intelligence artificielle, aux nouvelles techniques. Vous remarquerez que l'imagerie, la vision numérique prend une place très importante, puis c'est pas quelque chose qui est anormal, parce que en tant qu'être humain, ce qui est le plus important pour nous, c'est ce qu'on est capable de voir avec nos yeux. Donc, l'imagerie peut nous aider à complémenter énormément ce qu'on fait en tant qu'être humain. Maintenant qu'on a des nouvelles données, ce qu'il faut faire, c'est l'interprétation de ces données-là qui sont complexes, multisources, qui sont temporelles très souvent aussi. Donc, on a déjà énormément de données dans l'industrie animale. Puis on parle d'ajouter de nouvelles données grâce à des nouveaux types de capteurs, des nouvelles façons d'analyser des images ou du son ou autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain n'aura jamais le temps d'analyser les données de chaque animal individuellement en temps réel. Puis même les données de la ferme en temps réel, c'est pratiquement impossible pour un être humain.
L'être humain n'est pas non plus en mesure de prendre des décisions objectives basées sur plusieurs sources de données. On arrive à un point où le cerveau humain n'est tout simplement pas en mesure de gérer la quantité d'informations, puis prendre des décisions qui sont réellement objectives. Donc, on tombe dans la subjectivité, dans le feeling du producteur. Il va de soi aussi que c'est très difficile d'avoir du personnel qualifié capable de prendre des décisions justes. Donc, ce qui nous amène à automatiser l'interprétation, faire une interprétation qui est objective, juste, individuelle, en temps réel, de données qui sont parfois très complexes. Donc, on peut parler de détection de maladies, soit à l'aide d'images, de sons. J'ai mis quelques exemples ici. À droite, vous voyez un robot dans une ferme de volailles qui analyse les fientes au sol, puis en fonction de la consistance des fientes, de l'apparence des fientes, va être en mesure de détecter des maladies de façon précoce. À gauche, vous voyez une image qui présente un microphone installé dans des fermes porcines qui peut permettre, puis l'analyse du son produit par ce microphone-là permet d'identifier des maladies respiratoires bien avant que l'humain soit en mesure de le faire. On peut penser aussi à des détections, des systèmes de détection des chaleurs, par exemple, grâce à des accéléromètres qui sont accrochés au cou des vaches, soit à l'oreille aussi. Maintenant, il y a certaines compagnies qui le font, même aux pattes, sous forme de podomètre. Des systèmes de contrôle environnemental aussi, qui sont maintenant prédictifs, qui optimisent en fonction du passé de la ferme. Donc, les systèmes s'adaptent à la dynamique de la ferme elle-même. Aucune ferme n'est la même. Puis, en fonction de l'historique de la ferme, on peut apprendre à optimiser pour le futur pour faire des économies d'énergie, par exemple. On peut parler d'analyse approfondie des données d'élevage. Comme on parlait tout à l'heure, il y a énormément de données qui sont produites. Maintenant, c'est de donner du sens à toutes ces données-là. Là, c'est un endroit où il y a énormément de potentiel. On peut parler de détection d'agression entre les animaux, entre autres grâce à l'analyse comportementale. Ici, un système assez intéressant fait la détection de problèmes, en l'occurrence des porcelets qui se font écraser par la truie. Puis, en fonction des cris des porcelets, on reconnaît un cri de porcelet, puis ça permet de pouvoir faire une action mécanique sur la truie pour l'inciter à se lever pour sauver le porcelet. Donc, il y a toutes sortes de façons de détecter des problèmes comme ça. Il y a des systèmes de gestion zootechnique de la ferme qui permettent maintenant aussi de prédire des problèmes en fonction des changements dans les données. Donc, une grande quantité de données, on parle de big data ici, peut permettre de faire la détection de problèmes de façon assez précisément et spécialisée à chaque ferme aussi dans certains cas. On peut faire la prédiction de performance zootechnique dans certains cas aussi. Chez Romain, on a travaillé sur la reproduction de précision, donc avec les postures de truie que je vous ai présentées précédemment. On met ça sous forme de série temporelle. On a une courbe comportementale, puis en temps réel, on est en mesure de prédire le moment optimal d'une insémination unique chez la truie pour optimiser la fertilité. On voit apparaître aussi des systèmes d'aide à la nécropsie qui permettent à l'éleveur de faire une nécropsie par lui-même, de prendre une image, puis de se faire pointer sur l'image des endroits où il risque d'y avoir des problèmes. Donc, ça aide le travail des vétérinaires. C'est vraiment des systèmes qui peuvent aider en mettant un petit peu plus d'intelligence le plus près possible des animaux. Il y a des groupes de recherche aussi qui font l'estimation de différents paramètres biologiques. Un exemple très intéressant est celui-ci qui prédit le poids de la volaille en fonction de la vocalisation. Donc, super intéressante utilisation des données sonores dans la ferme. Donc, j'ai donné quelques exemples, mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour interpréter les données, puis ajouter
venir complémenter ce que l'être humain est capable de faire, amener ce que l'être humain est capable de faire d'un niveau quotidien à un niveau en continu à très grande fréquence. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre des yeux, des oreilles d'un être humain dans la ferme 24 heures par jour? Maintenant, la troisième étape dans l'intégration de l'intelligence artificielle en production animale, c'est de créer des nouveaux outils pour les travailleurs dans les fermes. Donc, on va parler ici d'automatisation de tâches simples, souvent de robotisation, de la simplification du travail. Toutes sortes de robots ont commencé à faire leur apparition, souvent des robots mobiles qui sont propulsés par l'intelligence artificielle parce que ça prend toutes sortes de capteurs, intégrer toutes sortes de capteurs, souvent la vision numérique pour aider les robots à se repérer dans l'espace. Donc, vraiment, l'intelligence artificielle peut nous aider à robotiser nos élevages. Par exemple, ici, vous voyez un robot qui fait l'aération de la litière pour la volaille. Un autre robot ici qui fait le ramassage des œufs au sol. Un robot ici qui fait bouger les poules pondeuses pour réduire la ponte au sol. Donc, une idée très simple, mais qui est très, très efficace, puis rendue possible encore grâce à l'intelligence artificielle. Chez Romain, on a travaillé beaucoup sur le comptage des animaux, qui est une tâche très pénible pour l'être humain. Je vais vous montrer une petite vidéo de ce que ça peut donner. Donc, c'est tout simplement un système, là, vous le voyez en accéléré, qui suit à l'aide d'une caméra chaque animal d'un côté, qui se déplace d'un côté ou de l'autre de l'image, puis il fait un comptage très précis des animaux. Donc, encore une fois, une utilisation de l'intelligence artificielle. On peut penser à des choses aussi très simples comme la saisie de données vocales. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup au quotidien, mais on pourrait penser voir la saisie manuelle à l'ordinateur remplacée de plus en plus dans le futur par la saisie vocale de l'information directement à la ferme pour faire gagner du temps, gagner dans l'efficacité aux travailleurs dans nos élevages. Donc maintenant, on va parler des défis de l'intelligence artificielle appliquée à notre production animale parce qu'il y en a plusieurs à plusieurs niveaux. Premièrement, il y a des défis au niveau de la science des données. Il y a une très grande variabilité naturelle entre les animaux, les troupeaux, les fermes. Puis, ultimement, cette variabilité-là doit être capturée par les modèles d'intelligence artificielle. Ça nécessite de très grandes quantités de données. Ça nécessite des données de plusieurs fermes différentes. Puis, le plus grand problème, c'est que contrairement à Facebook, Google, Amazon, on n'a pas de jeux de données qui sont existants en production animale. Ce n'est pas comme les données massives que nos réseaux sociaux collectent sur nous à tous les jours. Donc, parmi les grands défis, on doit être capable de déterminer le type de données à récolter, c'est ce qui est très difficile. Puis, faire cette collecte de données-là est très coûteuse. Donc, on doit vraiment être vraiment un niveau plus loin dans l'application de l'intelligence artificielle. Il faut trouver des façons de gérer cette grande variabilité-là avec très peu de données. Au niveau des infrastructures maintenant, premièrement, le cloud, qui est très souvent utilisé en intelligence artificielle, n'est malheureusement pas souvent une solution viable dans les systèmes de production animale. Le hardware local est très coûteux, vraiment pas adapté à l'environnement d'une ferme. Par contre, il y a une voie intéressante qui s'appelle le Tiny AI ou le Edge AI, qui est une voie très prometteuse. Par contre, il y a encore des très grands défis d'optimisation des modèles pour conserver une très bonne précision de ceux-ci. Au niveau de l'interopérabilité, les solutions qui vont avoir le plus d'impact, selon moi, vont être celles qui vont intégrer plusieurs sources de données différentes. Malheureusement, les fournisseurs de solutions actuellement font un peu une chasse gardée de leurs données, de ce qu'ils font. Donc, cette approche-là des fournisseurs devra être changée dans le futur si on veut assurer une interopérabilité. On a aussi des enjeux par rapport au format de données qui sont différents d'un fournisseur de solutions à un autre.
Puis, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les producteurs ne veulent surtout pas saisir des données deux fois ou payer pour des capteurs qui collectent les mêmes données. Donc, il devra y avoir, à un moment ou un autre, des actions qui se feront au niveau de l'interopérabilité. C'est inévitable si on veut faire progresser l'industrie. Au niveau de la multidisciplinarité, le quatrième enjeu, l'application de l'intelligence artificielle à la production animale nécessite des compétences pointues, à la fois en sciences animales, en informatique, en ingénierie et en expérience utilisateur. Si on veut des solutions utiles pour le producteur, ça prend à la fois tous ces gens-là ensemble. Puis, ce n'est pas toujours simple de rassembler ces équipes multidisciplinaires-là. Un très beau défi, mais quand on réussit à le faire, c'est très impressionnant ce qu'on est capable de créer avec une telle équipe. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention, puis je vais être ici avec vous aujourd'hui pour prendre quelques questions. Merci beaucoup pour votre présentation, M. Labrec. Je m'excuse de vous avoir appelé M. Robin au début, M. Romain. Il n'y a pas de problème. Donc, je vous invite tout le monde à aller dans l'onglet Q&A et demander une question. I would like to invite everyone to ask a question. If you want to ask it in English, I can translate it for you, no problem. I will start with one of my own. Vous avez évoqué l'aspect de l'interopérabilité des systèmes au niveau de la ferme. Comment pensez-vous que ça pourrait être mis en place? Parce que vous en parlez, ça avait l'air quand même assez difficile à faire. Oui, on a un grand défi peut-être de changement de culture dans l'industrie, surtout au niveau des fournisseurs de solutions. J'expliquais dans la présentation qu'il y a une sorte de chasse gardée, puis c'est normal, on est tous des entreprises privées qui doivent tirer profit de leurs solutions. Mais on n'a pas le choix si on veut vraiment tirer le maximum de cette intelligence artificielle-là. Il faut aller vers l'intégration de plusieurs sources de données. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à penser à cette question-là. Puis, j'aime beaucoup le principe, personnellement, de la domotique. Les systèmes de domotique, certains d'entre vous vous êtes peut-être à l'aise avec ce qui existe dans les systèmes de domotique, mais souvent, on a des plateformes qui se sont créées pour faciliter les échanges entre les différents systèmes. Donc, la façon qu'on fonctionne aujourd'hui dans l'industrie, c'est beaucoup un fournisseur de solutions qui se fait demander par un client d'intégrer avec un autre fournisseur de solutions. On doit faire un pont entre les deux solutions, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau fournisseur de solutions, ce pont-là doit être recréé encore et encore et encore parce que personne n'a les données dans le même format, personne n'a la même façon de travailler avec les données. Donc, si on était capable de créer ce genre d'écosystème-là qui pourrait être soit dans un format libre, open source, comme on voit en domotique, ou ça peut être fait aussi par le privé, bien, on pourrait être en mesure de ne pas avoir besoin de toujours répéter la même histoire à chaque fois qu'on veut intégrer avec une nouvelle solution, puis donner des solutions aux éleveurs pour qu'ils puissent éviter la double saisie, éviter d'avoir deux fois des capteurs qui leur donnent la même information. Donc, je m'inspire personnellement beaucoup de cette domotique-là. On pourrait en parler longtemps, mais je pense qu'il y aurait une voie à explorer dans ce sens-là. Effectivement, je pense que vous avez raison. D'une certaine façon, on peut regarder un peu ce symposium-là de la même façon. On travaille tous sur des choses différentes, mais c'est en partageant ensemble qu'on peut avancer parce que chacun de nous a fait des choses un peu différentes, mais qui se retouchaient à un point. Donc, c'est en partageant qu'on arrive à faire des innovations. Sinon, ça serait beaucoup plus lent. Merci pour votre réponse. Nous avions une question de René Morissette qui dit « Afin de faciliter l'interopérabilité des données, est-ce qu'une solution serait de développer des standards d'anonymiser ces données? » Vous m'excuserez. Oui, c'est une très bonne question. Il y a les deux volets. Il y a le volet de standard et le volet d'anonymiser.
pour l'interopérabilité en ferme, je crois en effet que d'avoir des standards serait intéressant. Maintenant, avoir des standards, est-ce qu'on a des standards à l'échelle internationale? Est-ce que chaque pays a son standard? Donc, c'est là qu'on a un peu une difficulté Après, les standards, il faut que les gens les acceptent parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir un standard. Donc, c'est d'où un peu l'idée que je lançais d'avoir des plateformes c'est pas obligé d'avoir nécessairement seulement une plateforme, mais si on des plateformes, des écosystèmes qui se créeraient avec chacun leur standard, mais au moins on aurait un certain type de standard. Ça prend un certain type de standard parce que, par exemple, tout simplement d'échanger de l'information en livres ou en kilogrammes, ça peut faire toute la différence entre des systèmes qui fonctionnent ou des systèmes qui ne fonctionnent pas. Donc, oui, je crois que les standards devront arriver à un moment ou un autre. De quelle façon les mettre en place, c'est là que la question est. Puis, du côté de l'anonymisation, ben, c'est une très bonne question aussi. De mon côté, je m'intéresse beaucoup à l'interopérabilité à l'intérieur même de la ferme. Donc, à ce moment-là, l'anonymisation est moins importante, disons, parce que les données restent à l'intérieur de la ferme. Mais si on pense à l'interopérabilité, puis le partage de données à l'extérieur de la ferme, il faut considérer que ces données-là, ultimement, appartiennent à l'éleveur. Il faut s'assurer d'une sécurité dans ces données-là. L'anonymisation pourrait devenir très importante. Merci. On avait Casa do Camindo qui disait il y a déjà des fermes qui utilisent des caméras pour surveiller le poids des porcs au Canada. Je pense que c'était plus une affirmation ou une question. Oui, c'est possible. Il y a plusieurs compagnies là, qui travaillent beaucoup sur l'estimation du poids des porcs. On devrait voir arriver ça très prochainement dans le milieu commercial. J'avais aussi Mme Guégan qui disait merci pour cette présentation. C'est vrai que la domotique appliquée aux habitations, par exemple, permet de connecter entre eux des équipements de marques différentes. Par contre, qu'en est-il de la résistance de ces équipements dans les ambiances de nos bâtiments d'élevage? Quelle modalité de suivi, de maintenance de ces équipements? C'est vraiment une excellente question. L'aspect résistance des équipements dans les fermes, c'est toujours hyper important. Quand je parlais des systèmes de domotique, je parlais de ça plus comme une inspiration plutôt que d'utiliser exactement ces systèmes-là. Je crois qu'on a des très bonnes entreprises à l'international qui sont en mesure de développer des équipements électroniques qui résistent très, très bien dans les fermes porcines. Donc, je pense que ce serait à ces entreprises-là ou des entreprises similaires de mettre en place de tels systèmes inspirés sur les systèmes de domotique. Donc, je le vois plus comme une inspiration qu'une réutilisation de ces technologies-là directement. J'espère que ça répond à la question. Oui, merci beaucoup. C'est très apprécié pour vos questions. Je vais devoir passer à la prochaine présentation pour respecter le timing. Mais merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci à vous. Donc, la prochaine présentation va être de la compagnie Maximus. Ce sera M. Nizar Barou qui va la présenter sur la technologie intelligente dès aujourd'hui. The next presentation will be from the Maximus company, from Mr. Nizar Barou, from the Intelligent Technology starting now. Thank you very much. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Mon nom est Nizar Barou. Je suis le cofondateur de la compagnie Maximus. Cette compagnie développe des produits technologiques pour le domaine de l'élevage. Je suis ingénieur de formation en électronique de l'École polytechnique de Montréal. Je veux vous parler aujourd'hui de l'importance de la technologie dans le monde de l'élevage. Lorsque j'ai réfléchi à ce point-là, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'il faut absolument que ce soit une technologie utile. Il y a la technologie utile et la technologie inutile. Et il est très très important de penser à l'utilité de la technologie que vous allez utiliser dans votre élevage.
L'autre point qui me vient rapidement à l'esprit, c'est qu'il faut que ce soit une technologie qui a fait ses preuves. Ce n'est pas votre rôle d'être des cobayes pour une nouvelle technologie qui n'a pas fait ses preuves ou quelque chose qui est à la mode technologiquement. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, il faut absolument que cette technologie-là représente un gain réel pour votre production et un gain à long terme, moyen ou long terme au moins. Il faut aussi que cette technologie-là soit une technologie que vous comprenez parfaitement, facilement et avec laquelle vous êtes rapidement autonome. Il faut aussi que cette technologie-là soit facile à utiliser et dès le moment qu'elle vous génère plus de tracas et plus de temps pour la maintenir ou pour l'entretenir, alors ce n'est pas une technologie utile à mon sens. Chez Maximus, nous avons décidé d'insister beaucoup sur ces points-là. Nous avons développé un produit qui doit être facile à utiliser dans toutes les langues. Le monde change et aujourd'hui on a des employés qui peuvent parler espagnol, qui peuvent parler vietnamien, qui peuvent parler toutes sortes de langages. Il faut que le contrôle soit facile à utiliser pour tous les utilisateurs potentiels de cette technologie-là. Nous avons aussi voulu que ce soit par des icônes, quelque chose d'intuitif, facile à naviguer dedans, sans forcément avoir énormément de temps de formation. À partir du moment que le temps de formation est long, cela veut dire que la prochaine fois que vous allez en avoir besoin, vous allez avoir oublié une grosse partie de cette formation-là. Nous avons voulu aussi que ce soit super fiable. C'est toujours bien d'avoir de la technologie qui sert, mais si c'est pour appeler le technicien à chaque semaine, cette technologie-là devient inutile pour ce qui est de votre productivité. Alors il a été important pour nous de faire un produit très fiable et fiable tous les jours. Aussi, la technologie, ce n'est pas quelque chose que vous devriez avoir à changer sur une base fréquente et qui vous coûte de l'argent à chaque fois que vous voulez vous mettre au bon niveau technologique. Il faut que ce soit une technologie qui puisse évoluer selon les nouvelles découvertes technologiques, mais aussi selon vos nouveaux besoins. Plus vous allez comprendre une technologie, plus vous allez vouloir plus de choses autour de cette technologie-là, mais il ne faut pas que ceci implique un coût énorme. Il faut que vous puissiez grandir vos connaissances en même temps que vous pouvez faire grandir la technologie. Enfin, ce que j'appelle une technologie utile, c'est, chez Maximus, c'est qu'on a voulu que cette technologie soit rentable à long terme. Alors il est très important pour nous, chaque fois qu'on développe une fonctionnalité, de vérifier que ça vous permet d'éviter des pertes, que ça vous permet de gagner du temps, que ça vous permet d'économiser de la main-d'œuvre et que ça vous permet d'économiser ce qu'on appelle les entrants, que ce soit la nourriture, les aliments ou les médicaments. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'intelligence artificielle. Démystifions ensemble l'intelligence artificielle. La première chose, c'est que l'intelligence artificielle, en ce moment, sans lui enlever toutes ses qualités et toute la valeur qu'elle peut apporter au développement, est ce qu'on appelle un buzzword, un mot à la mode. Que ce soit au niveau du monde des finances ou que ce soit au niveau du monde de l'investissement, on a l'impression que toute compagnie qui met intelligence artificielle dans sa description de compagnie, dans la description du nom de la compagnie, est une compagnie forcément à haute technologie. Donc démystifions ce mot-là. L'intelligence artificielle, un peu comme toutes les technologies, comme toutes les nouvelles technologies, peut être le meilleur et peut-être le pire, dépendamment si on l'utilise pour la bonne application ou pour la mauvaise application. Alors tout d'abord, l'intelligence artificielle apprend de notre passé. Donc si notre passé a pris des mauvaises décisions, ça se peut que l'intelligence artificielle accentue ces erreurs de décision qui ont été prises dans le passé, parce qu'elle va aller puiser son raisonnement dans une banque de données passées dans lesquelles il y avait des mauvais jugements. De la même façon, l'intelligence artificielle, c'est comme une espèce de boîte noire, c'est-à-dire elle s'informe de données, elle travaille avec certains algorithmes de logiciels, mais on a beaucoup de misère à comprendre le outcome de ça.
Alors, par exemple, pour l'analyse des données, je trouve que l'intelligence artificielle s'applique parfaitement. Mais pour ce qui est, par exemple, de contrôler la ventilation dans un édifice, je trouve que tant que les capteurs ne seront pas les meilleurs capteurs, 10 fois meilleurs que ce qu'on a maintenant, tant que les caméras ne seront pas les meilleures caméras, tant que l'éleveur ne sera pas prêt à payer énormément d'argent pour avoir un système réellement qui fonctionne de façon automatique dans la gestion, par exemple, de la ventilation d'une ferme, nous n'aurons pas des résultats, nous pouvons même avoir des problèmes et des catastrophes d'utiliser de l'intelligence artificielle avec des capteurs qui ne sont pas aussi bons que l'œil de l'humain ou le nez de l'humain ou de l'intelligence actuelle de l'humain. Donc ce qu'il faut faire, c'est utiliser l'intelligence artificielle dans les endroits où les capteurs actuels, les sondes actuelles, les caméras actuelles sont suffisamment bonnes pour pouvoir maximiser l'intelligence artificielle. Alors je vais vous donner un exemple simple. Il faut aussi que l'intelligence artificielle soit pertinente, dans le sens où si on est capable de faire la même chose de façon plus simple et moins chère, alors pourquoi utiliser l'intelligence artificielle? Je vais vous donner un exemple simple. Dans les bâtiments de poulets, il y a de la migration. Des fois, les animaux font de la migration et c'est important pour l'éleveur de savoir que ces animaux ont migré vers la gauche ou ont migré vers la droite. Ça lui indique des problèmes d'eau, des problèmes de nourriture, ça lui indique aussi des problèmes de santé animale. Et donc, une caméra qui travaille avec l'intelligence artificielle et qui reconnaît ces images-là pourrait reconnaître l'image d'un poulailler dans lequel il y a de la migration. Très très bien, je pense que c'est utile, mais il est facile avec 3 compteurs d'eau, chaque compteur d'eau pour chacune des zones, de déterminer facilement, dépendamment où la consommation d'eau est plus élevée, quelle migration se fait et de quelle direction, dans quel coin du bâtiment cette migration est. 3 compteurs d'eau, c'est très facile et vraiment pas dispendieux. Et la logique qui fait qu'on va lire cette consommation d'eau et décider où la migration est très très simple. Alors voilà un exemple où l'intelligence artificielle, malgré qu'elle peut être fonctionnée, eh ben c'est une mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle, puisqu'il y a une façon beaucoup plus simple et beaucoup plus facile d'arriver au même résultat. Et ça, il faut garder ça en tête. On ne doit pas utiliser l'intelligence artificielle juste pour utiliser l'intelligence artificielle. Alors, nous, chez Maximus, nous travaillons énormément sur des modules d'intelligence artificielle, mais on n'en fait pas notre premier item de vente. Un vendeur qui vient vous voir en vous disant « achète mon produit parce qu'il est basé sur de l'intelligence artificielle », c'est un vendeur qui veut vous vendre une idée, mais pas le produit dont vous avez besoin pour faire travailler votre bâtiment. Nous, on ne mentionne jamais l'intelligence artificielle. Par contre, ce que Maximus vous parle quand il vous parle de ses produits, il ne vous parle pas de quel langage ou quelle logique il a pris pour faire ce qu'il a fait. Il vous parle de quels sont les retours pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, en quoi ça va vous aider, en quoi ça va diminuer vos heures de travail. Voilà, alors j'espère que ça l'a démystifié un petit peu. Ne tombez pas dans le piège. L'intelligence artificielle est hyper importante pour notre futur, mais elle dépend de beaucoup de choses et elle n'est pas à utiliser à toutes les sauces et surtout pas, elle ne doit pas être utilisée pour endormir un petit peu l'utilisateur qui ne comprend pas vraiment qu'est-ce que ça lui apporte, mais comme le mot est à la mode, il a l'impression qu'il est à la fine pointe de la technologie. Voilà. Passons maintenant à l'importance des données. Alors, l'importance des données, beaucoup de gens vont vous parler de l'importance des données. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les données? Tout ce que les données peuvent nous apporter. Mais le point le plus important qu'il faut vérifier en premier, c'est comment et quelle qualité ont ces données, comment on les a obtenues et quelle est leur qualité. Si vous n'avez pas des données en temps réel et avec une confiance dans ces données et dans la qualité de ces données, peu importe la puissance et la force du système qui va traiter de ces données-là, vous ne serez jamais satisfait des conseils ou des suggestions ou même de la gestion que le système va faire avec ces données-là. Il est très important que le système qui collecte les données
puisse le faire en temps réel et de façon très très fiable. Alors Maximus par exemple, c'est un contrôle qui se retrouve dans les fermes et dont la première priorité a été qu'il faut qu'on puisse collecter les données de toute la ferme de façon centralisée, parce que dans plusieurs fermes, il y a plusieurs systèmes qui collectent des données, chacun de leur côté. Et évidemment, après ça, pour intégrer toutes ces données-là et les envoyer tout ensemble, toujours en faisant attention à la qualité de la transmission, ça devient très difficile. Nous, on a développé un système central qui va s'occuper de se connecter sur tous les items dans votre ferme pour prendre les datas, les amener au même endroit et les envoyer vers un logiciel de traitement de ces données-là de façon fiable et en temps réel. L'autre affaire qui est importante avec un système comme ça, c'est que si j'ajoute une autre sonde un jour ou si j'ajoute un autre détecteur, il ne faut pas que ce détecteur-là soit encore basé sur un système à part. Donc, le système Maximus est fait pour grandir avec vos besoins. Vous ajoutez une sonde, vous le connectez au Maximus, vous mettez Update. Là, le Maximus va prendre en compte des données de cette sonde et les envoyer à un système de gestion. Donc, on a dit que la chose la plus importante, c'est d'avoir un système qui peut ramasser les datas dans la ferme de façon fiable et en temps réel. Le deuxième chose hyper important, c'est qu'il faut que vous puissiez compter sur un logiciel qui va prendre toutes ces centaines de milliers, pour ne pas dire de millions de données, et vous les renvoyer dans un format que vous allez pouvoir prendre des décisions intelligentes à partir de cette information-là qui vous a été renvoyée. Votre job, ce n'est ni analyste en données, ni spécialiste des lectures de graphes. Votre job, c'est de vous occuper de votre élevage. La job de la technologie, c'est de vous dire de façon claire, simple, précise, voici les suggestions que je te fais pour optimiser votre élevage. Alors, ce logiciel-là, il faut qu'il soit fait pour être très sophistiqué, mais donner des instructions très très simples et très évidentes pour l'éleveur. Si vous n'avez pas l'un ou l'autre, si vous n'avez pas un système qui prend les datas de façon précise et en temps réel et fiable, et si vous n'avez pas un logiciel qui traite de ces données-là, c'est comme avoir une mine d'or de données, mais qu'on n'est pas capable d'aller puiser la matière importante dans cette mine d'or. Donc très très important de penser à ça. Maintenant, est-ce que notre avenir, c'est les données? Absolument. Plus que et s'il y a un endroit où l'intelligence artificielle est pertinente, c'est l'analyse des données. Donc faire des corrélations. Aujourd'hui, nous travaillons avec des compagnies, Maximus travaille avec des compagnies pharmaceutiques qui, grâce aux données des Maximus et grâce à leur modélisation avec l'intelligence artificielle ou autre de ces données-là, sont capables de prédire les maladies dans vos élevages jusqu'à 2 jours d'avance. Pour l'éleveur, pouvoir prévoir les maladies 2 jours d'avance, c'est énormément d'économie de coûts et pour lui d'éviter encore de donner des antibiotiques aux animaux. Il va pouvoir les soigner de façon complètement différente sans en arriver aux antibiotiques, ce qui est très très important pour l'éleveur. Alors les datas, oui, mais les systèmes qui prennent ce data-là doivent être importants et le système, le logiciel qui va analyser ces datas est hyper important aussi. Notre dernier point, un seul système pour une gestion performante, c'est un peu la conclusion de tout ce que je vous ai dit. Un système ne peut être utile que si c'est un système et non pas une multitude de systèmes qui s'interconnectent de façon, en anglais on dirait patché, pour arriver à un pseudo-système bancal. Un système, c'est un système qui est fait pour travailler avec toutes ses composantes et qui a été conçu pour travailler avec toutes ces composantes-là. Et tout à coup, tout prend sa valeur. Maximus, quand on a développé le contrôleur électronique qui sert à gérer votre ferme,
nous avons pensé que ce contrôleur électronique doit aussi prendre toutes les données dans votre ferme de façon, comme on a dit au début, de façon fiable et en temps réel. Et en même temps, au moment de notre développement du jour 1, en même temps, nous avons commencé à travailler sur un logiciel qui va pouvoir recevoir toutes ces données et il va pouvoir les transformer en informations pertinentes pour votre élevage. L'optimisation, la définition de l'optimisation, c'est exactement ça. C'est un système qui part de votre ferme en prenant les données, qui les ramène de façon fiable à un logiciel qui, lui, de façon sophistiquée avec de l'intelligence artificielle ou autre, va analyser ces données pour vous envoyer ou bien des alarmes, ou bien des notifications, ou bien carrément des suggestions de comment vous devez ajuster votre système ou des suggestions de comment vous devez changer votre façon de faire. Donc, très très important, on ne peut arriver à ce but-là que si on a un système complet qui s'occupe de A à Z de ce processus de gestion de ma ferme, collecte des données de façon fiable et en temps réel, renvoyer dans un logiciel qui a l'habitude de fonctionner avec ce matériel-là, qui va travailler ces données-là pour les mettre dans un format où il va pouvoir vous les renvoyer pour que vous puissiez optimiser votre élevage, prendre les bonnes décisions quotidiennement dans votre élevage. Alors évidemment, il peut y avoir aussi une autre section qui est plus pour l'analyse. Alors le soir ou en fin de semaine, quand vous avez le temps, vous pouvez à ce moment-là aller dans ce module rapport et vous pouvez travailler beaucoup plus à comprendre votre élevage et à comprendre les défis de votre élevage. Pour que ce système fonctionne, il faut qu'il soit fiable, il faut qu'il soit développé pour aller être de longue durée. Maximus, c'est un contrôle qui a 5 ans de garantie. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on espère que ce contrôle-là restera fonctionnel les 25 prochaines années dans vos élevages et qui va grandir avec vous, il va prendre l'expansion avec vous pour pouvoir prendre toutes les données nécessaires, les analyser et vous les renvoyer. Et cette analyse des données, elle est, plus votre base de données est grande, plus votre base de données est grosse, et plus vous allez être capable de tirer des conclusions intelligentes et intéressantes. Donc il ne faut pas changer de système à tous les ans, il ne faut pas changer de logiciel à tous les 5 ans. Il est très important que vous fassiez le bon choix au début de cette transformation-là technologique-là pour que vous puissiez commencer à utiliser l'importance de vos data pour les 10, 15, 20 prochaines années. Et donc, à ce moment-là, évidemment, pour finir, j'ai commencé en vous disant que j'étais le fondateur de Maximus. Et donc, je finirai en vous disant, le seul système pour vous, c'est le système Maximus. Voilà, alors merci pour votre attention et à très bientôt. Oui, merci beaucoup pour cette vidéo. Malheureusement, M. Barou n'est pas disponible pour répondre aux questions. Il avait un empêchement, mais vous pouvez quand même poser vos questions dans l'onglet Q&A et je vais m'occuper de les faire parvenir pour que vous ayez une réponse par la suite. Thank you very much for this presentation. Unfortunately, Mr. Barou wasn't able to be there today. If you have any questions, please ask them on the Q&A part, and I will send them to him so you can have an answer after all. Thank you very much. Donc, pour cette raison, puisqu'il n'est pas présent, j'aimerais bien pouvoir répondre à sa place, mais je ne suis pas du tout habilitée à ça. Nous allons passer à la prochaine présentation de M. Thomas Bahanzi, qui vient de l'Australie, de chez PLF Agritech. Sorry. The next presentation will be from Mr. Thomas Bahanzi from Australia. He is working from PLF Agritech. So thank you very much. Good afternoon. My name is Thomas Bahanzi. I will be presenting a few words about the ups and downs of engineering, innovation, and commercialization. I quickly wanted to acknowledge the contribution of my co-author, Dr. Stuart Hazel, who provided some of the
sort of theoretical background for this presentation, while I'm basically contributing most of the sort of practical experience aspects of the presentation. Before I start, quickly wanted to acknowledge my colleagues and friends who helped throughout various projects, which I'm basically relying on throughout this presentation, and of course the kind invitation of CIGR, Quebec Organizing Committee to give me an opportunity to present here, and of course, most importantly, the financial support funding organizations, both scientific and commercialization organizations in Australia. So a brief overview, I will talk a little bit about, how products or services initiated basically the development about success, finance and capital, commercial risk, etc. But I will be mainly focusing on the difficulties and try to be a little bit honest with you to ensure that we not just sort of talking about the rose-colored aspect of commercialization, but some of the hard aspects and the difficulties as well. So this is the basic idea behind commercialization. In an ideal world where you have some brilliant idea, you do some further research and development, which will create some IP, which you convert through the commercialization process to a lot of money and success. But of course, in reality, things doesn't work that way. It's much more difficult and much more complex, of course. So I might jump into the start of the difficulties, but I will go through the whole process of commercialization as well. But basically start with the most important aspect, markets, which we inventors supposed to be understanding quite well, but people who sort of invented new technologies in the agricultural field will be very familiar with my statement when I say that the technology market is really underdeveloped in the agriculture area. Of course, often no precedence for what we're trying to do because it's all new, and some of the users might also underestimate the difficulties and therefore have relatively unrealistic expectation with technology providers, and that level of expectation were partially created actually by the R&D community unintentionally, because we always try to show the glamorous part of research. We sometimes too ashamed to share our difficulties, and of course that gives users unrealistic view about the easiness of developing these technologies. Often users themselves are really unsure what they really want, and I will give you a little bit of an example later on. And in a minute, I will briefly talk about my background as well. Users kind of unsure, more importantly, how to really incorporate this new information into existing management style, because most of the farm management style is actually procedural. But in order to incorporate new information, really the management should be more problem-solving focused, and it doesn't always happen. So therefore, when the old procedural management style meets with new information, often users are unsure how to incorporate that new information into the management system. And of course, there are real technical difficulties. A lot of the technologies which might work perfectly well in a research environment might not work that way in a commercial environment. And again, I will be very honestly sharing some of my negative experiences in this respect. And of course, communication is one of the major issues. Again, we are unwilling to talk about it. It's a bit embarrassing in the 21st century. We still can't get
information out of farms reliable, but that's the reality. I think again, if we start talking honestly about these difficulties, things will be, I think, much better for everyone. And certainly, I've seen with very large companies, technology development companies, that they do have internet communication problems, and it's not necessarily their problem. It's the fact that in some areas, internet coverage, indeed rural areas, internet coverage is just not good enough, especially if you want to get signals out of buildings. But somehow, technology inventors, supposed to be solving that problem as well, on top of everything else, because that's a fundamental part of the technology mix. And of course, we have to understand that the financial benefits will only manifest if users actually react to identifying problems and therefore make a little bit more time or even financial investment in implementing some solutions. Until solutions are implemented, actually, us technology providers are only messengers of bad news. And this is, of course, usually not welcome. And again, I will provide some examples later on in my presentation. In addition, on some farms, some people, some users at different levels might see the problem identification as a bit of indirect criticism of their work, which again might create problems for technology providers as a matter of fact. Finally, in terms of maintaining these technologies, once if you put it out on farms, there are some issues because the ideal maintenance person will be a combination of the IT guy and the farmer with a great deal of practical and know-how knowledge. And if you see these pictures, you can kind of giggle a little bit and understand immediately that these two types of persons, very difficult to combine and find a person who somehow magically combines these two different characteristics or qualities. So I think these are important issues. Maybe a few words about a specific case study, and before I do that, I just have to reveal, and I probably should have done earlier, but I have to reveal that I basically have a couple of companies and currently basically developing a couple of hardware and software tools for livestock farmers. We specifically at the moment work on a camera-based weighing system and integrated environmental monitoring system. And I will be sharing, and of course, all the software and communication network components of the whole system. And I will be basically sharing some of our experiences with these technologies. So, for example, we sort of listen to users and develop some animal activity component of the weighing system. Also, as a matter of fact, some of them cameras are actually monitoring human-animal interaction, which obviously can be used for welfare assessment indirectly. But as a matter of fact, on some farms, worker monitoring is actually seen negatively. So just one has to be very careful developing new features of the provided service, because quite a lot of money and time can be spent on maybe unproductive developments, which might not be taken up fully by the market, essentially. So just a bit of word of caution in this respect. I mentioned to you that on one farm we were actually a messenger of bad news. So we, during a number of big growing rounds, we recognized that in one particular pen, animals basically didn't grow. Indeed, they kind of lost weight during the first 10 days of them being placed into these buildings, which was a deep-bedded, quite badly ventilated old building. And obviously, these animals came from traditional buildings, so they basically had a little bit of shock in terms of meeting with this new environment.
And obviously, farmers were very, very skeptical about some of our results. But luckily, on that particular farm, people actually listened and they did install a new ventilation system, which did partially solve the problem, which was a good achievement. But yeah, one has to think about the fact that you know, a messenger of bad news is not always an easy way to communicate to end users. Again, we also developed a feed sensor, which worked very well under experimental conditions. But as a matter of fact, we were so convinced and so confident about the results, because essentially the experimental conditions were almost 100% identical to commercial conditions, except we, with good intentions, not thinking about all the implications, we removed the pigs from that particular pen when we captured the delivered feed, which we measured using a sensor, impact weigher, miniaturized impact weigher, and we had a fantastic correlation agreement between the two results. The actual feed delivered and our predictions. But as it turned out, when we put it out on farms, the very presence of the pigs and their constant interference with the feeders and the resulting vibration made that agreement much worse, which basically forced us to go back to the drawing board pretty much. And it was done with good intentions. We didn't anticipate that you know, consequence, and it could happen with a lot of other people as well. But it's just a bit of tail warning to that these things could happen unintentionally. So obviously, getting investors into businesses is very important. What they're looking for, they're obviously looking for winners all the time. So they want to have a fantastic product. They want to have a brilliant management and ideal environment to make sure that this new product service will really succeed. They want basically a technology which fit for purpose, technically viable, of course, and needs the market needs and wants. But I just said to you before that a lot of times these markets might not fully developed, might have very high expectations. So as a matter of fact, inventors are required to understand the market, but a lot of times there are objective reasons why the market couldn't be fully understood. And of course, there are some IP management issues to ensure that they have a freedom to operate. But again, IP management is quite difficult without solid finances. So there is a bit of catch-22 there already. Having said that, it is really important and quite well recognized that solutions have to be invented in response to the problem, not the other way around. And admittedly, some solutions are actually invented and then they start looking for a problem for that, which is obviously a wrong way of going about invention. And these are typical technology-driven inventions. But again, there are some good examples in greatly successful technologies which were invented first, let's say internet, for example, before people start realizing the potential of these technologies. And obviously, we can't imagine our life in these days without the internet. So, yeah, there is a bit of a tale of caution. Management capability is also very important, obviously. So investors would look for management capabilities, and they want appropriate skills and experience to fit the market, and they want a management team which will recognize skill gaps and seek advice or set up mentoring
arrangements, but again, you know, we really have to understand and appreciate that a lot of startup companies are supposed to do all that without adequate finances. That's why they're looking for investors at the very first place. But as a matter of fact, they really investors, they really prefer to have a board and independent directors already you know, appointed to this company before they think about forwarding additional finances. So there are some issues there, real issues, real difficulties for startups. And of course, startups are supposed to, you know, we already talked about it, understand the market, but understand their customers, the potential competition, and the legal IP environment, as well as some regulatory and environment issues. Just a bit of positive word about that. So this could be actually a very helpful audition, if very helpful sort of change if regulatory environment demands the use of certain technologies, which actually does happen, for example, in certain countries in these days in terms of various requirements for environmental monitoring. So that could actually provide opportunities for new entries and new innovations in that area. But going back to what we said before, probably the most important aspect of any successful startups is to get access to capital fairly early, because that's one of the main limiting factors. And obviously, lack of capital can limit the success of any brilliant businesses. So in order to get that, you know, startups supposed to sort of demonstrate their understanding how to access the market, what is the value proposition, show that your technology's innovation works, know the real value of the business, and find and convince investors. So it's obviously not an easy undertaking, and a lot of startups sort of focusing sorting out the technologies don't necessarily realize that they will have probably 10 times more work of working out some of the business aspects of their startups. So the earliest time, it's I assume very easy to understand that earliest times of any businesses, the famous value of that is as a real sort of event or a real killer of businesses, because at the very early businesses would require, you know, fairly huge amount of financial assistance, but this is the time when investors are very wary of actually investing in companies. So therefore money is not coming forward, but money is required to develop the technology, to employ new staff, etc. So a lot of companies tend to fall apart. Indeed, large percentage of companies tend to fall apart at this early stage. There is a lot of joke about, you know, how you can round up new investors, forcing them at gunpoint. But as a matter of fact, I mentioned to you that there is a bit of catch-22. Investors want certainty with your businesses, but obviously, if you're an inventor, you cannot prove yourself without finances. So there is a bit of catch-22 there. For how to access finances, don't despair, because there are a lot of other opportunities in terms of you know, normal financial markets. Basically, the two main areas where finances can be obtained, you know, is the financial markets or incentives and supports, and you know, some lucky ones just walk through the main highway and paying customers very early with their invention, which is obviously a brilliant way of doing it, brilliant way to success, to the gold pot. But you know, most of startups don't go actually that way. You can bribe your friends and family, especially if you come from a wealthy background,
You can try to talk into private investors. You can basically cloak up your own debt, which is not a good way of going about business. You can try crowdfunding for equity. You can basically access angel networks of venture capitalists or corporate investors, obviously. These all have quite a cost attached to it. So early investors tend to take a large percentage of the company, and the return on these very early investments is very questionable, as a matter of fact. So just a bit of a word of caution if anyone wants to go down that way. Maybe a much better way of relying on some incentives or additional supports from different government agencies or other organizations. So obviously there are increasing incubators and accelerators all over the place. That's very fashionable now. So you can basically link into that, and they might be able to mentor you and basically provide additional support. In Australia, there is a good R&D tax incentives program going on, and I understand other countries have similar sort of systems. And of course, you can access different state and Commonwealth or country grants, different grants available in different countries to support early startups, essentially. You might be able to get trade and investment type of assistance. And what I personally find that, if you can get related projects going, that may be a good way of basically financing your innovation or technical developments, that may be a good way of going about it. So basically, definitely want to break that kind of urban myth of going to A to B in business, because it never happens that way. The reality is much more complicated, as shown on the right-hand side. So probably the right-hand side option is really the real, the real option for most startup, as a matter of fact. So why do businesses fail? For many reasons, but basically they do fail because they might not be able to recognize their own skill deficits. They might not be able to build a team and bring in additional skill and knowledge when needed. Obviously, without finances, I mentioned to you. So you really have to have this kind of magical power of convincing people to go with you on this journey, because most of the time, if you're a startup, you're actually unable to pay them, as a matter of fact. You do need to develop a good understanding of the market, but again, I mentioned to you that a lot of times these sort of startup markets are moving goalposts. So basically, it's not an easy undertaking, and you obviously have to manage and assess risk appropriately. But most importantly, most of the companies fail because they simply run out of money. That's the reality, and it's very easy to do, because most of the time money is not coming in, but you're paying it out in a fairly big way during the development phase. So that is basically the death of most of startups and a large percentage of startups, as a matter of fact. So why do businesses succeed on the positive side? If they have the luck and the blessing to get into an area where there is a clear need for a product or a service, that's fantastic. Even when this service is new, so that's fantastic. If you somehow invent, let's say, a mobile phone, and all of a sudden people just realize that, that will give you a lot of extra convenience and ability to respond to events very quickly, and all of a sudden you have a huge market everywhere. Very good if you can make a compelling value proposition, emphasizing the industry benefits, obviously, the market what you tend to serve or intend to serve.
You have to have a good knowledge of the marketplace, despite the fact that the market might be undeveloped. There are moving goalposts all over the place. And definitely have to have a appropriate access channel, point of market entry, because without that, obviously, it's impossible to succeed. Good to have a clear commercialization strategy, but very important to remain flexible, because a lot of times, especially small startups, can't force their strategy through. They have to basically pivot, change, respond in a flexible manner to the changed circumstances and changed environment. It's good to have fairly well-defined KPIs, achievable aims in terms of your business sort of journey, and good access to funding. As I said to you, this is really important. But with the focus on creating early sales revenues, which is extremely difficult to achieve, admittedly. Important that investors are able to delegate and share management burden, but again, how to attract people whom you can share the burden, the management burden, is a lot of times a bit of mystery, and you need to use all your magic to be able to attract people around you to ensure that they will help you throughout your journey. And of course, you need to know when to change or stop. I mentioned to you, and this is definitely my experience as well. You cannot force issues through. You really have to change if you feel that you are hitting major roadblocks. That's the best if you try to go around them rather than forcing your way through, which is impossible basically for a startup. My final semi-serious comment is basically there is a Zen element to success. You have to become a bit of a Yoda master and able to stay focused under pressure. So a lot of times what you choose to ignore is probably just as important what you choose to focus on. You can't pay attention to everything. It's really important to be selective and really just focus on the important stuff, the important matters to do with your business, and blissfully ignore the things what you really don't need to concern yourself about. So having said that, commercialization, there is always a commercialization risk. Indeed, commercialization is a risk. So when you start your journey, you have to jump. But I basically encourage all of you to do so. If your parachute will open, and let's say 99.9% it does open, you will have a fantastic and very exciting journey. Zooming down to your target area. I think it's still worthwhile doing. It's fantastic. It's exciting. It's a great learning opportunity. But certainly, you have to have the guts to jump and be prepared for some excitements along the way. So that was it. Hopefully, you find that presentation relatively useful. Thank you very much. Bye-bye. Thank you, Mr. Baanzi, for this presentation. I've seen that Maria Willich joined me to thank you for this presentation. I would like also to thank you to be up this early, since in Australia it's 5 a.m. Thank you very much. Pour ceux qui sont avec nous en français, nous nous excusons qu'il n'y ait pas eu de traduction pour la présentation. Malheureusement, nous avons eu certains problèmes avec la compagnie de traduction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en français dans le Q&A et il me fera un plaisir de la traduire. Nous allons maintenant commencer la période de questions. So I will now start with one question for you, Mr. Baanzi. You mentioned quite a few problems with the underdeveloped market. So what are the solutions? So hopefully you can hear me all right?
Yes, we hear you all right. Fantastic. Look, we don't necessarily able to provide solution for everything, but in my mind, a honest start of discussion of problems would be the best way to go. So I mentioned during my presentation a number of times, I think we are a little bit shy or embarrassed about talking about problems. And there are problems. I'm not the only one, you know. I know, I talk to my colleagues, you know, to talk to my other co-inventors. Everyone has problems, you know, with new inventions. And I think if we have a little bit of, you know, created a culture of honesty and share these problems, that would be a fantastic way to start solving some of the problems. Thank you for this answer. We have also another question from Daniela Georgia Demura. Some huge and important companies relate to animal nutrition or health are acquiring PLF smaller company. What do you think about it? Congratulations for the brilliant lecture. Daniel, thank you very much. So look, yeah, I think sooner or later, any kind of invention, you know, when you are a startup company, you have to sell it to a larger company to really make it successful. I think acquisitions, you know, joint enterprises with larger entities is the way to go. Smaller companies tend to be more agile, you know, with new ideas, and maybe, you know, they have better ability to develop these new ideas initially, but to take them to a market fully, I think you have to do it together with some larger companies. That's the way to go. So, you know, I welcome that kind of arrangements. Thank you very much. I believe Joanne has a question for you as well. Hi, Thomas. Thank you very much for the presentation. Very interesting. My pleasure. And thank you for being so early with us. That's right. I'm a little bit bright-eyed. Maybe this is not your pajama. Okay, I have a question for you. In your experience, what is more difficult, finding investors because of a low number of investors available, or being chosen by investors because of a large number of competing projects at the same time? Yeah. So look, I think, you know, there is increased culture of invention at universities everywhere, you know, and there are a lot of supports, co-working setups sort of being established everywhere, you know, new startup sort of places where people come together to sort of help each other, you know, incubators, that kind of stuff. So the number of inventions which are kind of visible increased immensely. So it's almost created a smorgasbord for investors, as a matter of fact. They can just pick and choose the best ones, you know, and they're very, very conservative in reality with their investments, understandably so. But because they have so many to choose from, you know, it basically became a very competitive market. In addition, some of us very, very passionate still about agriculture, but agriculture, with due respect, probably one of the worst area to invest in, because there is an inherent risk involved, you know. You can't name any other industries which is so dependent on environmental conditions, you know, climate, rainfall, you know, markets. So it's a crazy industry to be involved in. We're all still very passionate about it, but it's a very, very difficult industry. So therefore, you know, investors, you know, they can invest in some kind of fancy IT stuff safely, no problem. You know, they get their money back. So it is a very difficult environment. Yeah, I got it. Yeah. Thank you. Really very appreciated. My pleasure. Thank you very much, Mr. Valency. I personally am starting my own company
on the agriculture, and it is Wow. true. Yeah, it is true that it's difficult to find an investor, and it's huge. Everything needs investors, so I think it's something everyone needs to remind when we're doing new technologies, because everything has a price for a producer, and it goes fast really well, and we never know when the money will go up too. Absolutely. Well, congratulations on your Thank new you. enterprise. No, seriously. And despite all the difficulties, I encourage everyone. I think it's a wonderful journey. It's a very exciting journey. Yes. You know, it's full with challenges, but good on you. Fantastic. Yeah. Thank you very Congratulations. much. What's your product, if I may ask very quickly? We'll do a vegetable, bio vegetable. Fantastic. Thank you very much. Fantastic. So I see Daniela is congratulating for the session. I believe there is no more questions, so I would like to thank everyone that been here. The three presentations were awesome, sorry. And thank you everyone that participated and asked questions too. It's because we can interact together that makes this presentation so good. Merci à tous ceux qui ont fait une présentation ici, et aussi merci à tous ceux qui ont posé des questions. C'est grâce à vos interactions qu'on a pu rendre cette activité aussi plaisante pour tout le monde. We will be back tomorrow at 10 a.m. with other presentation. You are free, and we would like to see you tomorrow too. Thank you very much. Merci à tout le monde. Yes, sorry, I'm started with all language now. Thank you very much for the invitation again, and see you tomorrow. Thank you. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas compris, demain, nous allons être de retour à 10 heures. Donc, vous êtes bien invités à venir nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci Maude. Merci Thomas. Merci à tous.